Oui, pour l'année 91, on aura plus de 20 millions de victimes de la faim en Afrique, et, sans compter peut-être 100 millions de morts par le sida dans les 25-30 années à venir. On est quand on parle de catastrophe, c'est pas du tout des métaphores. Alors, quel type de polarité sociale pourrait se recomposer? C'était la question posée par Wallerstein. Manifestement, enfin, en tout cas, il n'est pas évident que ces nouvelles polarités passent par les pays arabes. Ils représentent des facteurs de résistance. Il y a eu d'autres facteurs de résistance dans l'histoire de la subjectivité contemporaine, à commencer par le nazisme, à commencer par le stalinisme. Mais aujourd'hui, on voit prêcher partout l'idée qu'il n'y a qu'un seul mode de développement, qu'un seul mode de relation économique et un seul mode finalement de subjectivité, un seul mode de maîtrise des opinions, des sensibilités, des formations sur la planète. Ce qui est tout à fait faux, parce que s'il n'y a qu'un seul mode, ce mode conduit à une catastrophe, conduit à une implosion généralisée. D'une part, une implosion à l'échelle planétaire, à l'échelle des nations, mais aussi à l'échelle des individus, à l'échelle des groupes sociaux. Mais une des conditions primordiales, c'est de considérer que les luttes se situeront pas seulement au niveau économique, au niveau politique, mais aussi au niveau de la subjectivité, en particulier au niveau mass médiatique. D'où cette perspective qui me semble intéressante dans votre projet, c'est l'idée d'amorcer l'entrée dans une ère post-média, c'est-à-dire une réappropriation des mass médias, non seulement de la fabrication de l'information, de la recomposition de l'information, mais aussi de la recomposition de systèmes de concertation, de dialogue, de mise en exergue de sensibilité, de ressaisie esthétique de la production d'images, de la production audiovisuelle. Et c'est finalement à travers ce type de redéfinition de lutte, de pratiques sociales, de pratiques mass médiatiques et autres, que pourra s'amorcer et se cristalliser d'autres types de polarités alternatives. Sinon, on ne voit pas du tout que ce soit aucun des mouvements de gauche existants, pas même les mouvements écologistes dans leur conception actuelle, qui pourront bien beaucoup avancer sur ce terrain. Bon, comment est-ce que toi tu vois maintenant le rôle des intellectuels dans cette recomposition dont tu parles? C'est-à-dire que les intellectuels, ils sont comme tout le monde, dans la mesure où il n'y a que des surfaces d'inscription mass médiatiques qui sont préformées, prémodélisées pour que les réponses sont programmées à travers les questions, ou sinon ils sont pas du tout, ils passent pas ni dans le micro ni dans l'image. Alors il y a ceux qui s'adaptent à cette économie mass médiatique et dont il n'y a rien à attendre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi d'immenses couches intellectuelles qui réfléchissent, qui travaillent dans leur coin. Il y a complètement une illusion de parler des intellectuels comme ça, avec la sélection qui en est faite, avec l'échantillonnage complètement partiel et inopérant qui nous est proposé. Seulement, il faudra encore réviser ce concept même d'intellectuel, parce que qui est intellectuel au juste? Les techniciens sont des intellectuels, la masse des enseignants, les gens qui travaillent dans toutes sortes de disciplines sont des intellectuels. La fonction, il faudrait parler de fonction intellectuelle et pas d'intellectuel avec un I majuscule. La fonction intellectuelle est appelée à habiter toutes les pratiques productives, les pratiques sociales de toute nature. Et c'est sur cette émergence, prise de consistance, d'expression de cette fonction intellectuelle qu'il faut réfléchir. Par exemple, on a trop beau jeu d'accuser les travailleurs des médias, les journalistes, etc. dans cette affaire. Ils sont exactement comme les autres pris dans cet engrenage de production de subjectivité. Qu'ils s'organisent, qu'ils travaillent, qu'ils aient une capacité d'auto-affirmation d'une expression, c'est un problème. Mais on rencontrera le même type de problème dans la psychiatrie, dans l'éducation, dans l'urbanisme, etc. Comment recomposer
des agencements collectifs d'énonciation qui permettent effectivement aux fonctions intellectuelles de déjouer tous les pièges qui leur sont constamment tendus par les pouvoirs. Et quand je dis les pouvoirs, c'est pas seulement les pouvoirs étatiques, les grands pouvoirs, c'est aussi ce pouvoir moléculaire qui fait que l'opinion attend qu'on la rassure, qu'on l'infantilise, qu'on lui masque systématiquement tout, qu'on lui écarte de son champ tout ce qui est singularité, tout ce qui est particularité, tout ce qui est finitude, tout ce qui se réfère à des dangers, à des douleurs, à la mort, au désir, etc. C'est tous ces comportements d'évitement qu'il faut arriver à déjouer. Il y a une sorte de rapport de plus en plus fonctionnel des individus à certains objectifs qui sont le revenu, le prestige, des choses comme ça, qui aboutissent à ce que les individus sont, disons, robotisés par rapport au système dominant et par rapport au système de valeurs dominant. C'est très net, par exemple, dans la subjectivité américaine, avec le rôle du dollar, qui est une valeur affective tout à fait prégnante. Alors, il y a heureusement des zones de résistance potentielles à cette unidimensionnalité de la subjectivité, ce que j'appelle une hétérogenèse possible de la subjectivité. Ces zones, c'est déjà l'enfance, qui pour une part, au moins transitoirement, échappe, arrive à avoir des moyens de sémiotisation riches, différents, pour produire de l'existence. C'est aussi tout ce qui existe comme crise chez les individus, qui peuvent être des crises négatives, névrotiques, psychotiques, mais qui peuvent être aussi des volontés de création, des volontés d'affirmation de l'existence. C'est aussi des peuples qui résistent ou des catégories sociales. Par exemple, on voit bien qu'aux États-Unis, les Noirs américains sont un facteur de recomposition subjective qui échappe partiellement dans les ghettos et dans différents secteurs de vie, qui échappent dans le chant, la danse, la musique, etc., qui échappent partiellement à cet écrasement. D'où le fait que la problématique d'une recomposition d'un sujet historique passe aussi par la problématique de recomposition de subjectivité à l'échelle aussi tout à fait moléculaire, individuelle, proximale, etc. Ça fait rigoler les journalistes, les enquêteurs. Il y avait un grand article dans Le Monde en disant « Ah oui, toute cette mode comme ça des nouvelles pratiques psychologiques qui font fureur aux États-Unis, qui s'étendent sur l'Europe partout, ou des nouvelles religions, ou des choses comme ça. » Alors, ça fait rigoler, mais c'est pas tellement rigolo, c'est que les gens, finalement, se servent des moyens qu'ils trouvent, ils se servent des instruments résiduels, des miettes qu'ils peuvent ramasser pour essayer de se resituer, de recartographier, de se retrouver des ordonnées, des coordonnées dans l'existence, et d'où, effectivement, cette montée assez fantastique d'irrationalisme à laquelle on assiste un peu partout. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies qui ferait que cette recomposition subjective ne retombe pas forcément dans des situations qui sont celles du racisme, du phallocratisme, de la solitude, finalement d'une culture de l'angoisse. Est-ce qu'il n'y a pas des articulations possibles, une transversalité possible entre ces pratiques de hétérogenèse de la subjectivité individuelle en rapport avec une recomposition de la vie sociale et aussi une prise de responsabilité éthico-politique sur des objectifs politiques, y compris au niveau planétaire, et au niveau écologique, etc. La subjectivité, c'est la sensibilité, c'est les rapports sociaux, c'est un abord pathique du rapport à l'autre, c'est mille autres choses que l'idéologie, c'est les idées. Il faut bien admettre que pour la subjectivité, l'idéologie, elle pèse pas lourd. Quand elle pèse lourd, c'est qu'elle fonctionne comme moyen de production
subjectif. C'est pas comme elle fonctionne comme chaînon d'énoncés rationnels, discursifs pour comprendre, pour analyser des situations. C'est des énoncés répétitifs qui fonctionnent un peu comme le rythme binaire de la musique rock fonctionne pour vous donner un rapport au temps, pour vous sentir être quelque part dans un lieu. Donc l'idéologie, la plupart du temps, elle fonctionne essentiellement comme moyen de répétition, de ritournelle, une fonction qui n'est pas du tout à finalité finalement idéologique. Si les consommateurs sont des gens qui ont besoin, par exemple, d'une télévision neuroleptique, ils rentrent chez eux, ils sont angoissés, les histoires familiales les emmerdent et tout ça, ils foutent la télé et ils rentrent dans un rapport hypnotique qui éteint toutes les diversités, qui les met dans un rapport de suggestion où littéralement le sujet est transféré sur l'appareil. Ils deviennent en adjacence du discours d'images et de phrases qu'ils écoutent, de phrases et de musique. À ce moment-là, il y a une sorte de dépossession de la subjectivité, d'irresponsabilisation, d'infantilisation, qui est comme exactement la consommation de toute une chimiothérapie pour dormir, pour pas être anxieux, etc. C'est tout à fait du même ordre. Et pour moi, quand je le dis, c'est pas une métaphore, parce que je pense que ça met en jeu les mêmes processus fonctionnels, les mêmes processus biologiques. Donc, on ne peut pas partir d'une vectorisation simple qui partirait d'un lieu de manipulation, de production de subjectivité, et puis d'une pauvre population victime de la situation. Parce qu'elle est victime, mais en même temps, elle est agent dans cette affaire. On a aussi les médias ou la chimiothérapie qu'on mérite d'une certaine façon. Donc, si la subjectivité occidentale est de plus en plus décomposée, de plus en plus infantilisée, eh ben, elle aura de plus en plus de médias qui répondront à son attente. D'où la nécessité, que je réaffirme sans arrêt, de la recomposition, y compris la plus moléculaire de la subjectivité, et de cette hétérogenèse de production de subjectivité. À savoir que c'est important, que c'est bien de regarder la télé, mais c'est bien de regarder la nuit, les étoiles, c'est bien de s'affronter avec sa propre finitude, avec son âge, avec son sexe, avec mille choses, avec la poésie, avec la musique, avec la création. Et s'il n'y a pas une recomposition de ce type, eh bien, à ce moment-là, on est dans un cercle infernal. Ce qui doit être souligné, encore une fois, c'est que les niveaux de résistance sont différents. Et il y a peut-être beaucoup plus de niveaux de résistance, beaucoup plus de choses à attendre des pays du tiers-monde sur ce plan, qui ont conservé des foyers d'hétérogenèse subjective peut-être beaucoup plus intenses, quoi. Alors moi, j'attends dans un rêve comme ça, utopique, qu'il y ait des moyens de recomposition de la subjectivité qui viennent, en particulier, qui soient ancrés, centrés sur le Sud, compte tenu aussi de son expansion démographique considérable et de toute cette pression que le Sud va exercer sur le Nord, et que de là, il y ait aussi des recompositions, alors cette fois plus idéologiques, plus militantes, pour infléchir les rapports de force, pour transformer les relations internationales, pour créer d'autres voies de résolution, non seulement des conflits économiques, mais aussi des tensions interethniques et de toutes ces situations qui sont monstrueuses actuellement à peu près partout sur la planète.